C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Putain, c'est truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Là, peut jouer ici, peut jouer là, c'est le Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 4 de Jeux en triangle. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve en compagnie des fidèles Geoffrey Stein et David Hernandez. Salut messieurs, comment allez-vous ? Salut Arthur, là on est très impatients d'en découdre. Salut tous les deux, très impatient, hâte d'en parler et de vous le faire découvrir. Alors on repart toujours sur le même principe, on prend 3 joueurs du même poste, actuel ou à la retraite, on échange au sujet de ces joueurs, de leur parcours, de ce qu'ils nous ont procuré comme frisson, et à la fin chacun les classe selon 3 catégories titulaires sur le banc au placard. On vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles et partagez ce qu'on fait, ça nous aidera beaucoup. Allez, on rentre dans notre sujet du jour, on a parlé gardien de but la dernière fois, on va avancer un tout petit peu sur la pelouse et s'intéresser à 3 milieux de terrain, pas n'importe lesquels. On parle de 3 joueurs qui ont participé à la révolution de leur poste et des attentes autour des milieux modernes, de 3 dépositaires du jeu aux positions reculées, de 3 cerveaux sur et en dehors des terrains puisqu'ils sont tous devenus entraîneurs. C'est parti pour un épisode autour d'Andrea Pirlo, Xabi Alonso et Xavi Hernandez. Quel accent. Je le travaille, hein. T'as fait combien de langues vivantes au collège 7, 8, mais que sur la prononciation des joueurs. Allez messieurs, on gonfle le ballon parce qu'il va bien voyager aujourd'hui. C'est parti pour l'échauffement. David, tu veux te lancer ou Geoffrey, peu importe, comme vous voulez. Je peux me lancer pour cet échauffement. Pour entamer avec Andrea Pirlo, comme tu le dis si bien, j'essaye aussi de parler l'italien, mais voilà, je le fais pas aussi bien que toi, Arthur, je suis désolé. Arturo. Et les souvenirs que j'ai de Pirlo, ils vont être très liés à la sélection italienne, quand j'y pense naturellement. Et donc du coup, il y a 2 souvenirs qui me viennent. C'est sa Panenka contre l'Angleterre à l'Euro 2012, parce qu'il y a la sérénité, la classe, elle est réalisée à la perfection, techniquement. C'est vraiment la Panenka dans les règles de l'art, le ballon qui retombe juste derrière la ligne de but, c'est parfait. Et il y a un deuxième geste qui me vient, c'est le but de Grosso contre l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2006. C'est Pirlo qui fait la passe. En fait, c'est une passe de 5 mètres un peu anodine, mais il lui met juste dans le bon tempo, le bon dosage, pour que Grosso, qui n'est pas le meilleur joueur de ballon de tous les temps, puisse enrouler une frappe pied gauche dans le petit filet opposé. Pour moi, en fait, c'est tout Pirlo, fait avec une délicatesse absolue. Et voilà, je trouve ça magnifique. C'est un tout petit geste, mais ça dit tout de ce qu'est Andrea Pirlo. Sur Xabi Alonso, pour moi, c'est Liverpool, son duo avec Gerrard. Et du coup, c'est la scène qui me vient en tête, c'est son penalty en 2 temps contre Milan pour gagner la Ligue des Champions en 2005, quand ils reviennent à 3-3. Parce que ça montre aussi ce qu'est Xabi Alonso, c'est-à-dire un mec qui va jamais lâcher, grosse détermination. Et des 3, je pense que c'est clairement celui qui se salit le plus le short. Et on le voit sur cette action où il se jette un petit peu à l'arrache pour pousser le ballon au fond après l'arrêt de Dida. Et sur Xavi, il y a 2 matchs qui sont symboliques pour moi de Xavi. C'est la Manita Real-Barça entre le Barça de Guardiola et le Real de Mourinho. Et sa finale à l'Euro 2012 contre l'Italie où il est incroyable, monstrueux. On en reparlera par la suite, mais quand je pense à Xavi, c'est ces 2 matchs qui me viennent en tête. Et c'est vraiment des matchs parce que c'est des matchs où c'est Xavi, 150 ballons, 140 passes réussies, où il est à son apogée. David ? On a à peu près les mêmes souvenirs. Et je vais rajouter juste sur Pirlo, du coup tu parlais de la perfection de la Panenka, mais il y a en même temps ce côté du gendre idéal. Et on voit Joe Hart qui fait plein de gestes, du genre vas-y je vais t'impressionner et tout. Et là, Pirlo qui bronche pas, qui lui fait sa Panenka, et le regard qu'il lui lance derrière du genre t'as voulu faire de malin avec moi, regarde ce que je t'ai mis. Du coup ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Sur Xavi Alonso, le but du 3-3 en 2005, parce qu'en plus il faut pas oublier c'est sa première saison en première ligue, il a que 24 ans.
Et sur un côté un peu plus fun, j'ai toujours cette image de quand il est au Bayern, des fameuses fêtes de la bière au Bayern, où il est avec son ensemble typique bavarois. Et ça, à chaque fois que je vois ces photos, je suis mort de rire. C'est rarement flatteur. C'est rarement flatteur, mais bon. Il y a quand même une petite classe qui définit, Oui, qu'on voit plus sur Pirlo, mais qui définit un peu Xavi Alonso. Ah oui. Et Xavi, après, ouais, la Manita, et puis aussi ce duo, en fait, ce duo avec Iniesta, je pense on va sûrement en reparler après, mais ce duo avec lui, que ce soit avec le Barça ou avec la Roja, et cette Masia qui a tant régalé dans les années 2010. Donc voilà, c'est le souvenir que j'ai de Xavi, avec ce petit tourniquet sur lui-même aussi, dont il raffole souvent. Alors moi pour Pirlo, tu l'associais à l'Italie, moi c'est plus au Milan. Et un des souvenirs qui me revient, le premier souvenir qui me revient au Milan, c'est son énorme frappe contre Parme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où il est à presque 40 mètres. Il est à l'arrêt. Il fait 2 touches de balle juste pour se pousser le ballon. Et tout le monde se dit, il ne va pas frapper d'ici. Et il frappe. Et ça fait pleine lucarne. Il y a Ronaldinho sur le ralenti. Vous voyez Ronaldinho, ou même au moment où il vient de célébrer sur le banc, qui est halluciné. Il secoue sa main en disant, mais c'est quoi ce but ? Et ce qui me frappe, c'est la pureté de la frappe, bien sûr, mais c'est le relâchement et presque la désinvolture qui le caractérise sur ce coup-là, où chaque joueur qui aurait normalement frappé de 40 mètres, mais il aurait traversé le ballon, mais de tout son corps, et lui, il fait ça tranquillement. Et donc, c'est vraiment un gros souvenir que j'ai de Pirlo. Xabi Alonso, c'est également sa période à Liverpool, dont je me rappelle le plus. La finale, évidemment, de 2005, mais au-delà de ça, c'est juste ce Liverpool-là aussi qui me plaisait, avec Gerrard, il y a même Cissé, Carragher. Et je pense que c'est l'équipe qui a fait aimer Liverpool à beaucoup de gens de ma génération, en tout cas, des gens aux alentours de 25-27 ans, voilà, dans cette tranche d'âge-là. Et cette finale-là, pareil, pour moi qui n'ai pas une mémoire exceptionnelle, c'est l'un des premiers matchs marquants pour moi et donc j'imagine pour beaucoup de gens de ma génération. Et puis Xavi, c'est un souvenir très personnel, c'est le seul match que je suis allé voir au Camp Nou. Octobre 2010, donc autant vous dire sur une période plutôt sympathique, le grand Barça de Guardiola. C'est un 5-0 contre Séville, c'est un match d'une maîtrise absolue du Barça et donc forcément Xavi est très très fort dans ce match-là et voilà, c'est Xavi et le Barça, le souvenir, équipe la plus forte que j'ai eu l'occasion de voir jouer et donc forcément je garde un très très bon souvenir de Xavi de ce jour-là. Voilà pour l'échauffement, messieurs, on est bien chaud là, on a déjà des frissons, les poils hérissés. Les poils sont hérissés sur le bras, clairement. Exactement. Allez, c'est parti pour le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On va commencer avec notre ami Andrea Pirlo. Je rappelle rapidement, Pirlo, aujourd'hui il a 41 ans, un joueur d'1m77 et son parcours c'est Brescia, l'Inter. Quand il est à l'Inter, il est prêté à Regina, prêté à Brescia. Ensuite, il fait 10 saisons au Milan, la Juve entre 2011 et 2015 et New York City pour terminer. Et il est désormais entraîneur de la Juve. Pour commencer sur lui, le fait qu'il soit devenu entraîneur, donc comme les deux autres, ça résume bien ce qu'on disait au final dans l'avant-propos, c'est-à-dire que lui, comme les deux autres, mais lui peut-être particulièrement, c'est un véritable cerveau du foot. Et la manière dont ses entraîneurs bâtissaient les équipes autour de lui, la manière dont l'Italie a construit son équipe autour de lui et calquait son système à celui des clubs dans lesquels il jouait, montre bien quelle importance il avait sur son équipe et qu'il était véritablement le maestro de toutes les équipes dans lesquelles il a joué. Clairement, c'est la réussite d'un joueur complètement anachronique. Il fait 1m77, il doit faire 70 kg tout mouillé. Dans ce football qu'on dit toujours plus physique, il a réussi à imposer ses qualités, à imposer sa vision du jeu, à imposer sa qualité de pied complètement dingue. Et c'est ça que j'admire énormément chez Pirlo, c'est qu'il a réussi à maximiser ses capacités pour s'imposer en effet comme le maître à jouer d'une Italie championne du monde en 2006, le maître à jouer d'un Milan qui a gagné 2 Ligues des Champions même, 2 Ligues des Champions pardon, le maître à jouer d'une Juventus qui roulait sur la Serie A, même s'ils ont eu un petit peu plus de mal en Ligue des Champions. C'est vraiment énormément d'admiration pour Pirlo parce que dans l'absolu, il n'aurait pas dû réussir cette carrière-là avec ce physique-là dans le football
qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que la Serie A, au début des années 2000, c'était pas non plus le catenaccio qu'on connaissait. Mais Pirlo a commencé sa carrière en tant que meneur de jeu. Entre les trois, pour moi, c'est vraiment celui qui a révolutionné ce poste de numéro 6. Du coup, quand il est retourné à Brescia, c'est à ce moment-là qu'il évoluait avec Roberto Baggio. Du coup, Roberto Baggio était passé numéro 10, le poste de Pirlo. Et son entraîneur a donc décidé de le reculer en numéro 6 dans une sorte de 4-4-2 en losange, en étant du coup le regista, comme ils appellent ça en Italie. Et c'est une révolution dans son jeu, parce qu'on se disait, à l'Inter, il était critiqué comme quoi il n'était pas assez rapide dans son jeu, alors que dans ses prises de décision, c'était tout l'inverse. Et ce changement a complètement révolutionné aussi bien le jeu italien en Serie A qu'en sélection. C'est pas pour rien qu'il est homme du match de la finale de la Coupe du Monde 2006. Il est 3e au Ballon d'Or cette année-là, si je dis pas de bêtises. Il est énorme à l'Euro 2012. C'est un joueur qui, malgré son statut de milieu défensif de sentinelle, ou même parfois il venait récupérer les ballons entre ses deux défenseurs centraux, qui a réussi à briller vraiment, à faire briller tout son collectif, mais il rayonnait individuellement. Et ça, c'est admirable. Pour moi, c'est Tom Brady, en fait. C'est un quarterback, Pirlo. La comparaison, elle va même plus loin que juste le côté long ballon, où il excellait sur ses longs ballons dans la profondeur. Que ça soit d'ailleurs de loin ou de plus près, où il faisait les petits ballons par-dessus la défense aujourd'hui, comme on peut voir un Verratti exceller dans cet exercice. Et la comparaison, elle va au-delà, parce qu'un quarterback, il a sa ligne devant de joueurs qui va le protéger et le mettre dans une sorte de poche pour qu'il ait tout son temps pour faire ses passes. Et avec Pirlo, c'est une de ses limites aussi, il fallait construire un système qui le permettait d'avoir tout ce temps-là. C'est pour ça qu'il avait toujours un petit chien de garde à côté de lui, très souvent Gattuso en équipe d'Italie ou au Milan. Derrière, ça a été des Marchisio, des Ambrosini, des joueurs vraiment un petit peu plus besogneux. Et il fallait absolument avoir ce profil de joueur-là, parce que Pirlo, ça taclait quasiment jamais, ça récupérait assez peu de ballons, c'était vraiment de la défense de positionnement. Et donc du coup, voilà, fallait quand même vraiment organiser son système autour de lui. Mais en même temps, c'est parce qu'il était très très fort qu'on était capable de se dire, ça vaut le coup. Derrière, ça va payer de mettre Pirlo dans les meilleures conditions possibles. Ouais, et du coup, défensivement, je trouve que ce qu'on peut lui reprocher, c'est que c'était presque un poids pour l'équipe. Parce que, comme tu dis, il était plus dans le placement, pour cadrer le joueur, que vraiment dans l'impact par rapport aux deux autres. Jamais dans le duel. Ouais. Jamais dans le duel. Et quand tu parlais pendant l'échauffement, Arthur, que c'était celui du Milan, le Pirlo du Milan, qui t'avait le plus marqué, finalement, moi je trouve que c'est plus celui de la Juve, alors qu'il y a passé moitié moins de temps. Mais le 3-5-2 d'Antonio Conte, c'était le système parfait pour lui. C'était qu'en gros, il avait Pogba, Vidal ou Marchisio, comme tu disais, en chien de garde. Et il avait le jeu vraiment ouvert comme un quarterback. Avec deux solutions sur les côtés et cette faculté et cette possibilité d'ouvrir le jeu vraiment devant lui, alors qu'au Milan, il était plus dans un espèce de 4-4-2 hybride en losange avec Kaka en espèce de 10 mais qui se balade un peu partout, et en fait il venait chercher le ballon entre ses centraux, mais plus pour jouer sur Kaka, qui était vraiment le dépositaire du jeu milanais, alors qu'à la Juve c'était vraiment Pirlo pour moi. Moi, ce que j'aime dans son passage à la Juve, c'est le fait qu'il l'ait réussi déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il part du Milan, sa dernière saison, il est mis de côté par Allegri, en fait, qui lui fait comprendre, en gros, qu'il ne croit plus trop en lui. Et en gros, tu as un petit côté Pirlo, il a tout juste 30 ou 31 ans à cette époque-là. Il y a un petit côté Pirlo, il est déjà vraiment sur le déclin. C'est un joueur, est-ce qu'il est encore vraiment fait pour le très haut niveau ? Et en fait, il arrive à s'imposer à la Juve derrière, à prouver, à gagner des titres en Serie A, et ça c'est intéressant. Mais le fait qu'on dise aussitôt de lui qu'il avait peut-être atteint des limites physiques, etc., voilà, ça vient peut-être mettre en lumière l'une de ses limites, qui est effectivement le manque d'impact physique, et peut-être une certaine usure qu'on a pu voir un peu plus rapidement que les deux autres. Ouais, c'est aussi pour ça, je pense qu'il a fait l'intégralité de sa carrière en Italie. C'était assez difficile de l'imaginer dans un autre championnat, éventuellement l'Espagne, mais je pense qu'il aurait énormément souffert s'il avait été dans l'intensité de la Première Ligue, ou dans le jeu un peu ping-pong de la Bundesliga, ou dans le jeu assez physique de la Ligue 1. Donc je pense que Pirlo était vraiment à son aise dans le championnat italien,
Et s'il a pu réussir cette carrière, c'est parce que il était capable aussi d'être un excellent joueur de coup de pied arrêté. On parlait de la Coupe du Monde 2006, c'est lui le passeur décisif sur le corner pour Materazzi. Coup franc direct, corner et forcément les coups francs directs. Et ce qui m'impressionne quand tu regardes des compiles de Pirlo sur les coups francs, c'est la diversité de ses frappes de balle. Il va être autant capable de te mettre un coup franc juste à l'entrée de la surface, petit enroulé, des fois même sous le mur, dans la lulu, et il est capable aussi de te mettre une frappe tendue de 35 mètres, et comme tu disais tout à l'heure, quasiment sans élan, en donnant l'impression de ne pas forcer du tout, pied tendu. Et vraiment, la variété de ses coups francs est impressionnante, et ses stats, voilà, il a 45, si je dis pas de bêtises, en carrière, je crois qu'il est à égalité en Serie A avec Mihailovic. Voilà, ça classe le bonhomme, quoi. C'est un mec qui arrivait à être décisif sur des coups francs que tu pouvais concéder à 40 mètres. C'est juste fou de dire ça. Il pouvait enrouler comme Beckham et le fouetter comme Juninho ou Ronaldo. Et ça, c'est vrai que c'est très fort. Et dans son style et dans ce qu'il dégageait, moi je trouve que parmi les trois, c'était le plus beau à avoir joué en fait. Alors, vraiment, c'est la classe, je ne veux pas tomber dans les clichés, mais c'est presque la classe à l'italienne. Et puis même ce visage fermé, cette barbe, les cheveux en arrière, franchement, Pirlo, c'est une icône, quoi. Et ça pourrait être une icône de mode aujourd'hui. C'est Emporio Armani. C'est incroyable. Pour rebondir sur ton échauffement, Geoffrey, sur cette passe qu'il met pour Grosso, c'est aussi une de ses marques de fabrique, ces fameuses passes perpendiculaires en fait. Pour ceux qui jouent au foot, ils le savent, tu places ton corps dans la direction où tu vas faire ta passe. Et lui, il avait toujours cette faculté à cacher ses passes et à faire ses passes en perpendiculaire entre les espaces. Parmi les trois, c'est celui qui avait le jeu le plus à risque dans les passes, parce qu'il tentait des passes un peu improbables, mais dans le cœur du jeu. Alors qu'on verra que, par exemple, Xavi, c'était des passes à risque, il voyait des choses avant les autres, mais plus près de la zone de vérité. Et du coup, ça montre cette confiance en soi qu'il avait, un peu aussi cette nonchalance, parce que quand même, quand tu regardes Pirlo, tu as un peu l'impression qu'il est sur le terrain, mais qu'il va tout au même rythme, faut pas trop bousculer, ni quoi que ce soit. Donc... Et tout ça, tout ce bagage technique avec cette protection de balle, il avait aussi, quand je me suis refait des compiles, il avait cette capacité dès qu'il était sous pression et qu'on venait lui mettre un peu plus d'impact, d'avoir l'intelligence de se mettre entre le ballon et son adversaire, comme au basket où tu te mets et tu fais un écran, et à jouer derrière, parce qu'il savait qu'en fait ses qualités physiques ne lui permettaient pas de pouvoir tenir le contact, quoi. On va pouvoir passer à Xabi Alonso. Xabi Alonso, il a aujourd'hui 39 ans, un joueur d'1m83, un peu plus grand. Real Sociedad, il démarre là-bas, au Pays Basque. Et puis ensuite Liverpool, 2004-2009, le Real, de 2009 à 2014, et puis le Bayern pour terminer. 3 saisons au Bayern jusqu'en 2017. Et là, actuellement, il entraîne l'équipe B de la Real Sociedad et il a récemment été annoncé comme futur coach de Mönchengladbach en Allemagne, mais je crois que la rumeur a pris du plomb dans l'aile, même plus que ça. Xabi Alonso, peut-être qu'on peut commencer sur cet aspect-là en lisant son CV. Capacité d'adaptation à différents championnats, à différentes équipes, à différents styles de jeu. Ouais, clairement, c'est la grande force de son CV. Comme tu l'as dit, 4 vraies grosses références dans 4 clubs différents. Et en effet, des styles de jeu très différents. Quand tu regardes le Liverpool justement de Gerrard, qui était quand même sur un jeu très direct, assez à l'anglaise finalement dans la tradition, avec Rafa Benitez au coaching. Et avant ça, il arrivait d'une Real Sociedad coachée par Reynaldo Nuez, type jeu à la nantaise. Et derrière, il a fini sa carrière, il a joué au Real dans le Real de Mourinho, puis le Real d'Ancelotti, qui sont là aussi 2 entraîneurs en eux-mêmes très différents. Et il a fini dans le Bayern de Guardiola. Clairement, il a tout connu dans les styles et il a à chaque fois réussi à s'imposer comme une évidence. Parce que je pense que c'est le joueur le plus complet des 3. Parce qu'il réunit des qualités offensives énormes. Jeu court, jeu long, frappe de loin. Il a vraiment tous les gestes du milieu de terrain qu'on peut demander. Et défensivement, c'est celui qui a le plus d'impact, qui va récupérer le plus de ballons, qui peut aussi jouer dans un rôle de premier défenseur pour déclencher le pressing, défense en avançant. Donc voilà, je trouve clairement que c'est celui qui réunit le plus de qualité si tu prends l'aspect avec ballon et l'aspect sans ballon. C'est ça, et puis en fait, il a cette expérience dans ses différents clubs et aussi son arrivée dans ces clubs, je trouve que ça marque aussi des changements. Par exemple, dans le Liverpool, quand il arrive à Liverpool,
c'est le début un peu de l'exode, de l'arrivée de tous ces joueurs un peu hispaniques qui viennent apporter une touche technique et qui changent aussi la première ligue. Si elle est comme elle est actuellement, c'est aussi par rapport à tous ces joueurs qui sont arrivés au milieu des années 2000 qu'on fait que ce n'était plus du grand ballon devant et qu'on joue un jeu posé. Et on le voit aussi quand il arrive au Real, parce que le Real, donc il gagne toutes ces Ligues des Champions dans les années 2010, mais il ne faut pas oublier qu'entre la période galactique et les succès sous Zidane, c'est des vaches maigres. Hein. Pendant les Galactiques, au milieu de terrain, depuis le départ de Makelele, en fait, il n'y a pas un numéro 6 qui s'impose vraiment comme une référence. Thomas Gravesen. Ouais, parce que pendant les Galactiques, tu sais que c'était porté sur l'offensive. Tu te retrouvais avec des fois un double pivot Guti-Beckham. Alors bon, l'assise défensive, on connaît pas trop. Après, c'est soyeux. C'est soyeux, mais après, tu as du Fernando Gago, du Emerson, mais c'est plus le Emerson de l'AS Roma, c'est son ombre. Et bon, même malgré son passage à l'Olympique Lyonnais, Gila Diarra, c'est pas non plus Makelele. Et en arrivant au Real, Xavi Alonso a réapporté cette assise défensive qui manquait, sur laquelle Mourinho s'est mis dessus, Ancelotti. Après, du coup, Zidane, il part. Mais ça a ramené cette expérience, et cette expérience de la Première Ligue lui a forgé un peu ce côté rugueux qui ensuite a été la marque de fabrique un peu de ce Real du début des années 2010. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand je me suis refait un peu des compiles de Xabi Alonso. Là. On parlait de la qualité de pied, évidemment, de Pirlo. On parlait du jeu long. Il y a un autre aspect, c'est le jeu très long. C'est-à-dire que Xabi Alonso, pour faire des transversales de 50 mètres, je trouve qu'il était exceptionnel. C'est-à-dire que tu as une collection de transversales où il traverse le terrain et pied droit, pied gauche. Et ça, je trouve ça exceptionnel, ce qui en faisait aussi un bon tireur de coups de pied arrêtés. Il a marqué quelques coups francs, pas autant que Pirlo, loin de là. Un bon tireur de pénalty et un bon frappeur. Il y a pas mal de fois à Liverpool où un peu à la Gerrard, ça traîne aux abords de la surface, il y a un ballon qui revient et il avait cette capacité à rentrer dans le ballon, le traverser et donc ça en faisait une très belle qualité de pied et des deux pieds. La limite que je mettrais sur le jeu long de Xabi Alonso par rapport à celui de Pirlo, c'est que c'était un jeu long peut-être un peu plus latéral et c'était plus un jeu long de zone qu'un jeu long de passe décisive. Enfin, où il va mettre vraiment le mec dans la course parfaitement pour qu'il puisse juste avoir à faire son contrôle et se retrouver face au gardien. Xabi Alonso, c'était en effet un très bon joueur. Pour renverser le jeu. Exactement, pour renverser le jeu. Tu lui mettais le ballon face au jeu à 30-35 mètres de son but. En effet, il pouvait te l'envoyer coin opposé, pied gauche, pied droit, sans problème. D'ailleurs, je trouve que Pirlo est assez fort aussi, pied gauche, pied droit. Il n'est pas embêté sur le jeu long là-dessus. Mais je trouve qu'en effet, c'est un jeu long un petit peu plus latéral et pour orienter le jeu, Pirlo peut avoir un jeu long un peu plus décisif, je trouve, que Xabi Alonso. Peut-être que les passes de Xabi Alonso, c'était celles qui amorçaient le changement de rythme, on va dire, alors que Pirlo pouvait être dans la dernière passe au final, et ça se retrouve dans les statistiques, où Xabi Alonso, c'est 66 passes décisives en carrière. Andrea Pirlo, c'est 119 passes décisives, enfin, on est à peu près autour de ces standards-là, donc ça se retrouve là, quoi. Peut-être aussi ce qu'on peut lui reprocher, surtout, peut-être pas à Liverpool, mais surtout au moment où il arrive au Real et ensuite au Bayern, c'est ce rôle peut-être un peu trop unidimensionnel, où il reste vraiment comme une sentinelle. Il y a moins de projection vers l'avant, comme on voyait à la fin à Liverpool, quand il jouait en double pivot avec Mascherano, c'était lui qui était plus offensif que Mascherano. Et quand il arrive au Real et au Bayern, il joue avec des joueurs qui sont plus offensifs que lui et du coup il reste cantonné à sa position et ça se retrouve au final dans ses statistiques de fin. C'est que en fait, comme tu disais, il est au départ pour enclencher le jeu renversé de l'autre côté, mais moins dans la zone de vérité. Ouais, je suis à moitié d'accord parce que par exemple ce qu'on pouvait voir avec l'Espagne où il était dans un milieu à 3 avec Xavi Busquets sur la période de Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Là il jouait un peu plus haut, même si c'était lui qui avait plus tendance à se mettre à côté de Busquets et du coup à laisser un peu plus de liberté d'action à Xavi. Mais du coup on pouvait quand même revoir ce Xabi Alonso un petit peu plus offensif. Je pense que dans ces clubs, au Bayern, je pense que le poids des années commençait vraiment à peser et donc du coup en effet il s'est mis dans une situation où il était un peu plus pirlesque. Et il avait besoin d'un peu plus de temps et d'être un peu plus protégé. Je trouve que sur la période Real c'est un peu moins vrai et en fait je pense qu'il a surtout été utilisé pour ça parce que le Real n'avait pas trop le choix et qu'ils avaient des joueurs pour faire cette espèce de piston, des joueurs à la Sami Khedira par exemple, qui étaient vraiment dans cette capacité de projection et qui n'avaient pas la même
capacité à être à la base du jeu. Donc voilà, je pense que sur Xabi Alonso, c'est plus une question de circonstances que d'évolution profonde du personnage. Oui, parce que si tu prends à l'échelle de sa carrière, au final, si tu as le tableau d'ensemble, c'est un joueur capable d'être point de basse, relayeur, double pivot. Même quand il était dans un double pivot, parfois c'était Mascherano à côté de lui, parfois c'était Gerrard, donc c'est pas le même rôle. Parfois il avait Khedira à côté de lui, avec Ozil devant. Au Bayern, il pouvait être devant Vidal, aux côtés d'Alcantara. Tu as aussi parlé de l'exemple avec la Roja. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi je trouve que c'est un maître d'adaptation aux différents championnats, aux différentes équipes et aux différents postes. Dernier point, je ne sais pas si vous en aviez d'autres vous, que je voulais évoquer au sujet de Xabi Alonso. C'est dans l'imaginaire et ce qu'on retient de lui. Pour des personnes qui, on va dire, regardent un peu plus de foot, parce que c'est notre métier, ça fait partie des références, mais si tu demandes à un observateur plus lambda du football, sans nous prendre pour des experts, loin de là, Xabi Alonso, c'est certainement pas le nom qui te viendra en premier si tu demandes quel est le milieu de terrain de légende pour toi. Les gens vont plus facilement te dire Pirlo et Xavi que Xabi Alonso. Je pense que c'est lié au fait qu'il n'est pas associé à une grande épopée d'un club. Voilà, on parle du Liverpool de 2005, c'est le Liverpool de Gerrard. Par contre, l'Italie 2006, c'est pas que l'Italie de Pirlo, c'est l'Italie de Buffon, c'est l'Italie de Cannavaro. Mais ce Pirlo, il vient finalement en 2 ou en 3 quand tu parles de cette Italie championne du monde. Xabi Alonso, c'est vrai que ça n'a jamais été l'homme de base d'une équipe, à part peut-être dans cette Sociedad de De Nuex. Mais là, il fallait vraiment être un hipster du foot au début des années 2000 pour suivre la Sociedad de De Nuex au quotidien. Il souffre aussi du fait qu'en équipe d'Espagne, il se retrouvait au milieu de tous ces Barcelonais. Donc il était hyper fort pour arriver à s'intégrer dans ce système Barça comme s'il jouait toute l'année avec eux. Mais au final, tu retenais pas ce que faisait Xabi Alonso, tu retenais ce que faisait Iniesta, ce que faisait Xavi à côté de lui. Pourtant, sans Xavi Alonso, peut-être que les deux n'auraient pas eu l'influence qu'ils ont. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire dans le fait qu'il est peut-être pas reconnu non plus à sa juste valeur quand dans l'inconscient des gens, quoi. Alors il s'est imposé dans 3 des plus grands clubs du monde quand même, et qu'il a fait de très belles choses avec la Real Sociedad, qui termine 2e du championnat d'Espagne avec lui et des Nuex. Donc oui, ça, c'est quand même un petit plus qu'il a aussi, d'avoir fait quelque chose de très fort avec une équipe a priori moins importante. Oui, et puis quand tu regardes le palmarès, il n'a rien à envier aux deux autres non plus. Donc, Parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le palmarès, mais c'est des joueurs qui ont tous au moins une Ligue des Champions, enfin qui ont tous plusieurs Ligues des Champions. Ouais. Ils ont tous une Coupe du Monde. Il y en a qui ont un ou 2 euros au milieu aussi. Donc c'est des palmarès monstrueux dont ça nous prendrait 20 minutes de refaire le détail. Ouais. Allez, on va pouvoir passer sur Xavi Hernandez, messieurs. 41 ans aujourd'hui, 1m70. On repasse sur un gabarit plus modeste. Le parcours, il est simple. FC Barcelone. Et Al-Sadd au Qatar, mais Barça, il joue en équipe 1 du Barça de 98 à 2015, donc 17 saisons de haut niveau, comme les 2 autres d'ailleurs. Et donc il est aujourd'hui entraîneur du club d'Al-Sadd dans lequel il a terminé, et plus ou moins associé au poste d'entraîneur du Barça à court moyen terme, on va dire. Qui veut se lancer sur Xavi ? Que dire sur Xavi On est parti pour une demi-heure de monologue, les amis. Non, Sachez que c'est David Hernandez qui parle de Xavi Hernandez. Non, mais quand on dit Xavi, c'est comme quand on dit Messi, c'est que c'est forcément relié au Barça. Et c'est aussi cette révolution qui a amené le Barça avec ses milieux de terrain très petits en taille, mais très techniques. Du coup, quand on préparait ce podcast, on s'est posé la question sur Xavi, est-ce que c'est vraiment le même profil que Pirlo et Xavi Alonso ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait un peu une fausse image de lui, de milieu relayeur, mais quand on s'attarde vraiment sur les matchs, le jeu de Xavi se retrouve au final plus proche de Sergio Busquets, et que c'est au final sur lui que partent les actions. Du coup, Puyol et Piqué cherchent d'abord Xavi en termes de relance. C'est pas une sentinelle à proprement parler ou un regista comme Pirlo, mais c'est clairement celui qui donnait le tempo du jeu barcelonais. Et le 4-3-3 qu'on a tant vanté sous Guardiola, il était finalement un peu hybride, parce qu'on se rend compte que Iniesta, du coup, il était en fait jamais à la construction presque. Il était toujours dans le camp adverse, et le 4-3-3 se retrouvait vraiment en phase défensive, où à ce moment-là, Xavi reprenait ce rôle un peu de relayeur. On se rend peut-être moins compte de l'importance à la construction du jeu de Xavi au Barça.
Une des clés de ce Barça, c'était le jeu entre les lignes. Et en fait, Xavi et Iniesta symbolisaient complètement ça. Xavi reculait pour se mettre entre la ligne milieu-défense, milieu-attaque de l'adversaire. Et son but, c'était de trouver Iniesta qui se mettait entre la ligne de défense et le milieu défensif de l'adversaire. Donc tu avais ce circuit privilégié qui marchait hyper bien. Et c'est vrai que Xavi, des trois, c'est clairement celui qui a le plus gros volume de jeu parce que tu pouvais le retrouver au départ de l'action à 30 mètres de son propre but et à la finition dans la surface parfois même. Il pouvait faire des appels dans la profondeur pour aller jusque dans la surface et finir ou donner une passe D au final. Il avait une faculté des fois sur des actions. Après, le Barça avait 80% de possession de balle, mais a touché 5, 6, 7 fois, 8 fois la balle. Et pas, je dis pas 8 fois où il court avec le ballon. C'est à chaque fois 2 touches. Et vraiment, il va te donner 5, 6, 7 passes. Comme tu dis, c'était vraiment le métronome de cette équipe qu'on a tous admiré du Barça de Guardiola. Et même dans le Barça d'avant, le Barça de Rijkaard, c'était déjà lui qui mettait le tempo. Le jeu était un peu plus différent, un peu plus direct. Mais il a réussi tout le temps à s'adapter. Et c'était Guardiola et Xavi, c'était un mariage tellement magnifique que ça a donné cette perfection de football qu'on a vu pendant 3 ans. C'est ce qui est effectivement le plus marquant visuellement quand tu revois des matchs de Xavi. Toujours tête levée, des regards, des coups d'œil à droite à gauche, c'était très agréable à observer. Et puis dans son jeu de passe, alors lui c'est plus distingué par son jeu par l'intelligence de ses choix dans les passes courtes, son jeu de position, la manière dont je donne le ballon, je me replace pour tout de suite offrir une solution, là où les autres étaient plus dans des passes de rupture, on va dire, des ouvertures, etc. Xavi, le jeu en une touche, le jeu à la barcelonaise, ça en est un grand représentant, et c'est ce qu'il démarque dans son style, plus des deux autres. C'est le maître de la passe qu'on voyait beaucoup au Barça, parce que le Barça a aussi innové avec ses faux ailiers, où tu avais un Messi par exemple à droite et un Henry à gauche qui rentraient sur leur pied fort de l'extérieur. Et donc du coup tu avais souvent cette passe de Xavi entre le latéral et le central qui permettait de donner le ballon à Thierry Henry qui se retrouvait directement sur son pied droit pour l'enrouler classique Titi, ou à Messi qui se retrouvait directement sur son pied gauche. Cette passe en profondeur dans le timing de l'appel entre le central et le latéral, c'était un truc que Xavi maîtrisait à la perfection. Ouais, cette capacité à voir les espaces. Comme tu disais au début, le nombre il a plus de 180 passes, je crois, dans la carrière. Il a si tu comptes Al-Sadd, 212, mais sans Al-Sadd, c'est 184 passes décisives. 184 passes décisives, mais au final, il devrait en avoir beaucoup plus parce que le nombre de fois où, dans le grand Barça de Guardiola, où il lance dans la profondeur Dani Alves ou Eric Abidal, mais peut-être moins Abidal qui avait peut-être plus un rôle défensif, mais qui lance Dani Alves, qui ensuite Dani Alves met en retrait et ça fait but pour David Villa ou quoi que ce soit. Il a souvent été à l'avant-dernière passe à voir l'espace que les autres ne voyaient pas, et c'est ce qui fait aussi que c'est le meilleur marqueur des trois, parce qu'il approche presque des 100 buts, et il avait cette faculté à voir les espaces pour lui et pour les autres. Il est 2 fois meilleur passeur de Liga quand même, 2009-2010, c'est quand même très intéressant. Et aussi 3 fois sur le podium du Ballon d'Or, 2009, 2010, 2011. Pour moi, c'est clairement celui qui est passé le plus près du Ballon d'Or. Ouais, c'est l'un des joueurs les plus forts parmi tous ceux qui n'ont pas eu le Ballon d'Or. On pourra reprocher qu'il a fait toute sa carrière au Barça, et est-ce qu'il aurait eu le même rayonnement dans un autre club ou même dans un autre championnat. Mais le fait d'être lié à Iniesta a joué en sa défaveur, surtout en 2010 et en 2012 pour moi. C'est que c'était un duo et pas 2 joueurs différents. Ouais, et en fait, je trouve le seul indice qu'on pourrait avoir sur sa capacité à réussir en dehors du système Barça, c'est ce qu'on a pu voir avec l'Espagne de 2006. Cette Espagne un peu jeune, c'était aussi lié à son manque d'expérience, ce qui s'est passé contre la France en 8e de finale. C'est clairement cette Espagne, elle était entre 2 générations, la génération Raúl et la génération Xavi et Iniesta qui va prendre la suite. Et du coup, on était dans un entre-deux, mais on sentait que là, l'influence de Xavi, d'un coup, c'était plus la même chose. On n'arrivait pas à retrouver le Xavi qu'on voyait. Le Barça gagne la Ligue des Champions en 2006. On ne retrouve pas le même Xavi avec cette Espagne-là. Et c'est le seul petit indice qu'on pourrait avoir sur ce qu'aurait pu donner Xavi dans un système un peu plus hybride ou dans un autre club. Parce que là, je trouve qu'on touchait vraiment à autre chose. Et après, un des reproches que je peux lui faire par rapport aux 2 autres, c'est que pour le coup, dans le jeu long, il va réussir à faire des choses parce qu'il voit le jeu avant les autres, mais très peu de puissance intrinsèque de frappe. On voit très rarement mettre des frappes de 20-25 mètres. C'est
vraiment une des limites de son jeu. C'est-à-dire que tu savais que globalement, ça allait tout le temps se passer dans le petit périmètre, dans le jeu court. Il est capable de changer le jeu par sa vision, plus que par sa vraie qualité de pied. Le fait qu'il soit toujours dans le même moule, ça l'a pas forcément non plus amené à se réinventer. Au contraire, par exemple, de Xabi Alonso, qui a peut-être eu plus d'aspects à travailler. Et c'est vrai qu'on a évoqué assez peu de critiques, assez peu de points négatifs de ces 3 joueurs, mais le fait d'être resté dans ce confort-là, on peut aussi l'associer à Pirlo, où c'est des joueurs qu'on aurait aimé voir dans des contextes un petit peu différents pour en savoir un peu plus sur eux. Et Xavi, alors c'est difficile de le mettre dans les points négatifs parce que c'est aussi grâce à lui, mais parmi les 3, c'est le joueur qui a été le moins remis en question, je pense. Tu regardes depuis le début de sa carrière, il y a très très peu de saisons où son nombre de matchs baisse. Il y en a 1 ou 2, mais c'est tout. Il a toujours été considéré presque comme un indiscutable. Et même sa dernière saison au Barça, il y a quelqu'un qui sort en interview, un de ses coéquipiers, Fabregas, je crois, qui annonce dans la presse Xavi s'en va à la fin de cette saison, etc. Au final, il reste une saison de plus. C'est la saison où le Barça recrute Rakitic, soi-disant pour le remplacer. Et même cette saison-là, en fait, c'est lui qui est titulaire et il n'a jamais été remis en question. Et quand il a décidé qu'il arrêtait, il arrêtait. Mais c'est lui qui est parti. Et bizarrement, c'est le début du déclin du Barça. Très bizarre. Non, et dernier petit point par rapport aux 2 autres, c'est celui qui a la plus grande capacité de dribble, d'élimination vers l'avant, c'est-à-dire que les autres étaient capables de faire le petit râteau pour éliminer les joueurs qui venaient mettre le pressing, mais derrière ça allait pas porter la balle sur 30 mètres comme était capable de le faire Xavi. Xavi, il a vraiment la capacité à casser les lignes aussi par le dribble, et ça c'est quelque chose que les 2 autres n'ont pas. Messieurs, on va passer à un moment très très compliqué, le temps additionnel, puisqu'il va falloir classer et mettre quelqu'un au placard parmi ces 3 joueurs. Le mal de crâne commence. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. David, est-ce que tu veux te lancer avec ton classement, même si j'ai cru deviner qui allait être numéro 1? Eh ben allez, c'est parti. Du coup, sublimer ses coéquipiers puis les rendre meilleurs. Pour moi, c'est la définition même de Xavi. Donc, sans surprise, Xavi sera titulaire. Il n'a jamais fait gagner le Barça au sens propre du terme, comme peut le faire Messi avec ses buts. Mais c'était l'âme de cette équipe, de ce Barça. Et on le voit depuis son départ en 2015, c'est le déclin, c'est le début du déclin. Donc, aucune contestation possible. Je couche le nom de Xavi directement sur ma feuille de match en premier. Et alors là, ça sera beaucoup plus personnel. Mais en tant que numéro 6, entre guillemets, de métier dans mon parcours de footballeur à moindre échelle, Xavi Alonso, c'est celui qui se rapproche le plus de ce que je recherche chez un numéro 6. C'est-à-dire qu'il allie l'alliage technique et en même temps ce sens du sacrifice pour l'équipe. Il va pas hésiter à mettre le pied, il va pas, comme on disait, il va pas hésiter à salir le short quand il va falloir le salir. Et du coup, c'est purement personnel, mais pour moi, c'est le remplaçant de Xavi. Et même s'il restera encore une fois dans son ombre, comme dans l'ensemble de sa carrière. Et au risque de choquer, je vais laisser au placard Pirlo. En fait, Pirlo, c'est un joueur incroyable qui, avec ses coups francs, qui m'a fait rêver. Mais ce que je lui reproche, c'est comme on a dit, c'est qu'il fallait mettre un système autour de lui. En fait, c'est pour lui le système qu'on le créait et pas lui qui s'ajustait à ce système. Donc, c'est ce qui fait pencher la balance et que je mets au placard. Je crois que Geoffrey va le avoir choc est un classement un tout petit peu différent. Alors, pour le titulaire, pour moi, en effet, c'est quasiment indiscutable, c'est Xavi. Parce qu'il réunit beaucoup des qualités des 2 autres avec le ballon. Peut-être un peu moins de qualité défensive que Xabi Alonso, mais finalement, c'est pas forcément ce que j'attends d'un milieu créateur. Quand tu es au summum de ton art pendant près de 10 ans, tu gagnes 4 Ligues des Champions, 2 Euros, une Coupe du Monde, voilà, en étant le patron à chaque fois de tes équipes, le patron technique, le niveau de Xavi est tout simplement exceptionnel. Et je le prends tous les jours. En effet, c'est autour de lui que je construis mon équipe. Et en remplaçant, je vais quand même mettre le bon Andrea, parce qu'en termes de classe, de qualité de pied, si on faisait les équipes autour de lui, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on savait qu'en faisant ça, on allait gagner. Si ça n'avait pas marché, je suis d'accord. Le mec a gagné 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, dans un rôle où il était le dépositaire absolu
du jeu de ses équipes. On pouvait compter sur lui dans toutes les situations. Et avec le ballon, enfin voilà, Andrea Pirlo, c'est quoi? C'est 10 ballons perdus sur toute sa carrière, je pense, à peu près. Pas plus. Hein. Donc non, c'est une garantie absolue. Et au placard, je vais laisser Xabi Alonso. Ça me fait vraiment mal parce que beaucoup d'amour pour Xabi Alonso. Et en vrai, j'ai pas grand-chose à lui reprocher parce qu'il a une capacité à faire tout sur un terrain, y compris défensivement par rapport aux deux autres. Après, peut-être un peu moins leader dans l'âme. Jamais vraiment capitaine de ses équipes, jamais vraiment figure de proue. Et aussi peut-être un peu moins fiable dans son tempérament. Un peu plus volcanique, il pouvait prendre des cartons un peu bêtes. Et du coup, au milieu de terrain, ça peut coûter cher à certains moments. Je préfère le laisser au placard. Ne t'inquiète pas, Xabi, j'arrive te chercher du placard et je te mets titulaire. Là, j'ai abordé mon classement un petit peu différemment. Et oui, je vais pas vous mentir, Xabi Alonso, il m'a pas fait plus vibrer que Xavi et Pirlo. Et ça me fait mal que Pirlo n'arrive pas numéro 1 chez au moins un de nous trois. Mais bon. Xabi Alonso, là, ce que je vais vraiment valoriser, il est peut-être moins sexy que les deux autres dans son jeu, mais c'est la capacité d'adaptation et c'est le fait, je l'ai déjà dit, mais de s'imposer dans 3 immenses clubs, dans différents championnats. Et puis, il y a cette touche physique dans son jeu qui en fait le plus complet de tous et qui, à une époque où on demande à un milieu de terrain de savoir tout faire, c'est peut-être celui qui, je vais pas dire qui réunit le plus les qualités du milieu moderne, mais qui a comme ça plein de petits avantages qui en font un joueur très malléable que tu peux utiliser à différents postes et de différentes manières. En remplaçant, je vais mettre Xavi. Xavi, parce que ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il avait jamais été remis en question au Barça, je trouve ça très fort. Sa longévité est incroyable. Très peu de trous dans sa carrière. Et puis, tout simplement, l'élément central d'une des plus grandes équipes de tous les temps. Donc, c'est pas rien. Et puis, pour faire la transition vers mon placard, malheureusement, mais il a une telle classe, Pirlo, pour porter les chemises qu'au final, il pourra gérer le placard. Mais Xavi, pour moi, il peut évoluer au poste de Pirlo, alors que l'inverse n'aurait pas forcément été aussi vrai. Pirlo aurait peut-être pu un petit peu moins s'adapter à un poste plus avancé sur le terrain où il y avait plus de densité. Donc il fallait évidemment choisir un joueur au placard. C'est un maestro, un joueur élégant, le plus élégant des trois à mes yeux. Mais pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, David, le plus dépendant de ceux qui étaient autour de lui. Donc c'est ce qui a fait un petit peu pencher la balance de mon côté. Voilà, c'était un vrai régal avec quelques surprises dans ce classement. Ça va faire parler. Hein. Évidemment, je pense que vous êtes beaucoup à avoir des avis différents, donc n'hésitez pas, c'est tout le but de ce podcast, à nous donner votre classement, vos avis, vos désaccords, à nous en faire part en commentaire, ou pourquoi pas sur Clubhouse, plateforme sur laquelle on va se retrouver tous les lundis à 21h30 pour vous donner la parole et que vous veniez ajouter votre avis à ce débat. Merci messieurs, on se retrouve jeudi prochain pour un débat qu'on va essayer de faire aussi passionnant. Maintenant ça va être compliqué. Ça va être dur, on a passé la barre haute. Donc merci et à jeudi prochain. Salut tout le monde.